Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Christian Saint-Etienne, économiste, professeur au CNAM, auteur de l'ouvrage Le conflit sino-américain pour la domination mondiale. Oui, qui est à paraître le 18 janvier prochain aux éditions Alpha Humancis. Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Où allons-nous entre réforme des retraites et puis crise actuelle? On va essayer de comprendre avec vous ce qui se passe actuellement pour la hausse des prix aussi, bien sûr. Ce qui peut nous attendre, l'addition des chocs énergétiques, alimentaires et toutes les conséquences autour de la croissance. L'économie mondiale est-elle sous une vraie menace de récession? Alors, d'abord, l'année de 2023, elle s'ouvre sous fond de tension, bien sûr. Est-ce que vous êtes optimiste ou alors pessimiste? Alors, pour l'instant, sur la base des données actuelles, il n'y a pas de risque de répétition de crise comme celle de 2010-2012 ou la crise terrible de 2020. Je rappelle qu'en 2020, l'économie française a plongé de 8%. Cette année, on devrait être à 0. Donc, c'est pas brillant, mais c'est pas la crise finale. Sous réserve, évidemment, qu'il n'y ait pas d'aggravation en Ukraine, c'est-à-dire utilisation d'armes nucléaires tactiques, ou effondrement de la ligne ukrainienne sous la poussée de la Russie. Mais si la situation devait se stabiliser, voire par miracle s'améliorer rapidement en Ukraine, on pourrait même avoir une très bonne surprise au second semestre. Mais pour l'instant, en supposant que nous restons dans le scénario actuel de pâte, au sens des échecs entre l'Ukraine et la Russie dans cette guerre, l'économie mondiale ne va pas plonger. On devrait avoir, après le choc du Covid en Chine au premier semestre, une économie chinoise qui au second semestre redémarre. Donc, je ne suis pas fondamentalement inquiet pour l'économie mondiale. En revanche, je suis davantage inquiet pour l'économie française. Alors, pour l'économie française, allons-y directement. Sur le pouvoir d'achat des Français, justement. Parce qu'il y a une hausse des prix, évidemment, une inflation aujourd'hui qui galope. Alors, il y a les chiffres officiels et puis après, il y a le ressenti des Français avec leurs produits de consommation courante, qui est beaucoup plus conséquente que la hausse des prix, que l'inflation officielle, Christian Saint-Etienne. Alors, d'abord, le problème français, c'est pas un problème immédiat, c'est un problème structurel fondamental. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde est préoccupé de pouvoir d'achat, mais personne ne se demande comment on crée le pouvoir d'achat. Et il y a aucune exception à cette règle fondamentale. Le pouvoir d'achat est créé par le travail. Donc, quand on bosse pas, on n'a pas de pouvoir d'achat. Donc, là, actuellement, tout le monde, bien sûr, fait face aux difficultés. Une partie de la population se serre la ceinture. Mais à aucun moment, alors qu'il y a 370 000, 400 000 emplois non pourvus, alors que l'économie française pourrait aller beaucoup plus rapidement si on favorisait davantage l'offre. On continue de mener une politique de demande, c'est-à-dire de distribution de pouvoir d'achat sur endettement public en plus. Ouais. Et vous parlez des chèques, là, notamment, quoi. Voilà. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que en 2023 et 2024, la France va remplacer l'Italie comme le pays en grande difficulté. On oublie toujours que l'Italie a un excédent extérieur parce qu'elle a gardé une industrie relativement puissante. L'industrie italienne représente 15 à 16% du PIB italien. En France, on le sait, non seulement on est tombé en dessous de 10, mais on continue de baisser, contrairement à ce que dit le gouvernement. Il n'y a pas de réindustrialisation, on n'est pas sérieux sur ce dossier. Il n'y a pas de réindustrialisation. Non. Pourtant, on nous annonce à chaque fois des chiffres montrant qu'il y a des implantations d'entreprises étrangères en France. Et c'est marginal. Ça reste totalement marginal. Si vous voulez, il y a un problème fondamental. On va parler des retraites après. On a un chef d'État. Je ne suis pas là pour le critiquer, on est au début d'année, tout le monde est beau et gentil, mais de fait, il n'a pas de vision centrale. Donc la réindustrialisation, pour lui, c'est un discours à 15 heures et c'est une mesure parmi 150. Le dernier qui a contribué à réindustrialiser la France, c'était Pompidou. C'était l'axe central de son septennat à l'époque, il n'a pas pu terminer. Mais donc, si on veut réformer la France, si on veut rebâtir ce pays, on peut avoir au maximum
maximum 3 objectifs: réindustrialiser, restaurer l'école et réarmer le pays, parce que le monde est de plus en plus dangereux et qu'en plus, la France, réarmer, c'est pousser des industries qui sont duales et ça contribuerait à une vraie réindustrialisation. Mais vous voyez qu'en quelques mots, je pose des éléments d'une vision, d'une transformation du pays et jamais vous avez entendu notre président évoquer de manière claire ses objectifs. C'est toujours des discours très très longs. Il lui faut toujours 25 minutes pour dire une phrase. Bruno Le Maire, que nous recevions il y a quelques jours ici, disait que quand même on était en train de regagner une forme de souveraineté et qu'on était en train de se réindustrialiser. Non. Vous dites que c'est pipeau tout ça alors? Oui, c'est pipeau. Ouais. Bruno Le Maire est un garçon très bien, mais néanmoins, on ne se réindustrialise pas. Ouais. La part de l'industrie manufacturière dans le PIB continue de baisser et se réindustrialiser, c'est une politique sur 2 axes. Il y a d'abord la réindustrialisation au sens général, ce qui suppose la multiplication des grosses PME et des ETI, ce qui suppose notamment d'accélérer la réforme des impôts de production. Et puis, si on prend conscience qu'on est dans un monde extrêmement dangereux, c'est pas, si vous m'aviez interrogé il y a 7 ans, je vous aurais pas dit que dans les 3 priorités, il y avait réarmer. Ouais. Bon, il faut quand même prendre en compte le fait qu'on a la guerre en Europe. Et donc, quand on parle de réindustrialisation, il faut réfléchir selon les canons depuis 50 ans qu'utilisent les canons de réflexion, qu'utilisent les Américains, les Chinois aujourd'hui ou les Russes. C'est-à-dire vous avez besoin la souveraineté, c'est contrôler 6 filières fondamentales. Ouais. Et ce sont des choses extrêmement simples. Tout ce qui est fort est toujours simple. Ouais. C'est quoi réindustrialiser et retrouver sa souveraineté? C'est être capable de nourrir le peuple. Donc d'avoir une industrie agroalimentaire puissante. L'industrie agroalimentaire française s'effrite depuis une quinzaine d'années. On est passé du 2e rang mondial au 5e. Ouais. Ensuite, c'est bien sûr... avoir une capacité de défense importante. Les Américains très pragmatiques, en 3e, ils disent tout simplement une capacité de défense, ça se finance, donc il faut une finance puissante. Il faut assurer la santé du peuple et puis il faut avoir l'énergie, les capacités énergétiques. Regardez toute la politique énergétique de la France depuis 20 ans, c'est un détricotage de notre capacité de production électrique et de notre capacité énergétique. Et puis aujourd'hui, il faut être extrêmement puissant dans le numérique. Voilà. Or, dans ces 6 domaines, vous n'avez pas d'action extrêmement déterminée du gouvernement. Donc tout est pipeau. Oui, du coup, il n'y aura pas. Ils sont gentils, hein, mais je les critique pas. J'observe que de manière objective. C'est factuel. Oui, voilà, c'est factuel. Christian Saint-Etienne, est-ce que la croissance peut être au rendez-vous alors du coup? Alors, le potentiel de croissance de la France est considérable, parce que si vous meniez... Malgré tout, il est considérable. Non, mais considérable si vous alliez dans la direction que j'évoque. Parce que si vous prenez la pharmacie, nous avions la première pharmacie européenne il y a 15 ans. Nous sommes tombés au 4e ou 5e rang. Dans tous les domaines, on était premier en 15 ans, on est tombé au 4e ou 5e. Mais nous avons encore des chercheurs, nous avons des capacités significatives. Il faut réinvestir dans une dizaine d'hôpitaux de très haut niveau au plan mondial, des hôpitaux dans lesquels vous auriez 500 médecins, dont 300 feraient de la recherche fondamentale. C'est pas fondamentalement une question de crédit, c'est une question de réorganisation. Il faut réinvestir également. Alors, si on veut reconstruire une capacité pharmaceutique qui est absolument clé avec la multiplication des pandémies, il faut arrêter de taxer et surtaxer les industries pharmaceutiques, sinon elles vont produire ailleurs, ce qu'elles font de plus en plus. Il faut réinvestir dans le numérique. Alors, on a un outil qui s'appelle ST Microelectronics, qu'on partage avec les Italiens, on sous-investit dans cet outil. Ouais. Voilà. On voit même que les Allemands sont en train de multiplier les usines de microprocesseurs. On a un petit projet de 4 milliards d'euros sur Grenoble, mais il faudrait... On a été capable
capable de sortir 200 milliards d'euros face au Covid, on n'est pas capable d'aligner 20 milliards sur les filières que j'évoque. Vous voyez, c'est l'incapacité. On a un chef d'État et un gouvernement qui fait des choix tactiques de court terme, mais il n'y a pas de vision stratégique. Alors sur les choix justement, parce que là vous parlez effectivement de choses stratégiques, structurantes pour le pays. Est-ce que la réforme des retraites qui est annoncée Emmanuel Macron l'a dit, il veut aller jusqu'au bout. Est-ce qu'elle est essentielle ? Elle est essentielle, mais il ne faut pas céder à la tentation d'Emmanuel Macron depuis 2019 de faire une réforme intelligente. Il rêve depuis 2019 de montrer que tout le monde a échoué dans le dossier des retraites et que lui, avec sa baguette magique, il va résoudre le problème. En 2019, c'était le système à points dont j'ai beaucoup écrit à l'époque sur le fait que c'était une façon de baiser le peuple, puisqu'en réalité, la valeur du point allait baisser régulièrement, mais sur 20 ans, il serait plus là, il serait plus président, mais le point continuerait de baisser. Donc j'avais déjà dit, la seule réforme honnête, c'est une réforme en annuité, parce que tout le monde voit ce qu'on fait. Et si on fait une réforme en annuité, le deuxième péché d'Emmanuel Macron, c'est de vouloir aller vers un régime unique. Ça n'existe pas. Vous avez 5 façons de vous relier au marché du travail. Si vous êtes salarié du privé, c'est pas la même vision du marché du travail que si vous êtes fonctionnaire. Si vous êtes indépendant, mais écoutons les mots, vous êtes indépendant, mais foutons-leur la paix, laissons-leur gérer leur système, ils sont indépendants. Vous avez les salariés des régimes spéciaux du public et du privé. Il faut 5 régimes. Alors on nous dit parfois, mais il y a un seul régime en Suède. Mais c'est faux, il y a un seul régime en Suède jusqu'à 40 000 €. Mais au-dessus, il y en a 800. Voilà. Donc dans aucun pays au monde, il y a un seul régime. Il faut se caler sur la sociologie. Donc on peut faire une réforme avec 5 régimes, avec un système en annuité. Je pense que c'est l'occasion aussi de mettre une limite supérieure au versement dans le système de retraite, qui peut être par exemple 180 000 € par an, 15 000 € par mois, et au-delà, les gens devraient s'assurer dans le privé, de telle sorte que on réduise le poids des cotisations sociales sur les salariés très qualifiés. Parce que si on veut des ingénieurs de l'intelligence artificielle, si on veut des chercheurs des biotechnologies, on ne peut pas avoir un coût du travail qui fasse que pour le même salaire net, c'est le double que ce qu'on paye en Angleterre. Donc voilà. Et est-ce que, alors sur l'âge, là, 64, 65 ans... Alors, c'est un sujet très complexe. Souvent, les gens disent pourquoi en France on a 2 instruments qui sont la durée de cotisation et l'âge de départ. En fait, c'est le meilleur système qui existe. Il faut jouer sur les 2. L'optimum, moi j'avais fait des calculs avec notamment l'organisme des retraites. L'optimum, c'est le couple 64 ans d'âge de départ, 44 ans de durée de cotisation, avec l'âge de décote qui permettent de ne plus prendre en compte le nombre d'années de 69 ans. Et avec ces trois chiffres, vous rétablissez les équilibres de long terme. Alors pourquoi il faut une durée de cotisation, un âge de départ ? C'est relativement simple. Si vous avez un gamin qui commence à travailler à 16 ans, et il aura fait ses 44 ans à 60 ans, et on peut imaginer d'ailleurs qu'il puisse partir à 60 ou 62 ans, avant les 64 ans. Et puis, à l'inverse, si vous en avez un, on veut des chercheurs, on veut des mathématiciens, on veut des ingénieurs dans l'informatique, ils vont faire des études jusqu'à 26 ans. Si on leur colle 44 ans, c'est 70 ans. Donc, l'intérêt, c'est de dire c'est 44 ans jusqu'à 64 ans. Et si vous avez, après 64 ans, envie de partir, eh bien, vous aurez une décote, mais vous pourrez partir. Voilà. Donc, ça permet de prendre en compte les cas les plus extrêmes qui sont la réalité du terrain. Donc il ne faut pas partir avec une vision trop unique, c'est ce que vous dites un petit peu, quoi. Emmanuel Macron, là, il est... Et donc, je pense qu'on peut faire une réforme. Si vous faites une réforme sur 5 régimes qui prennent en compte la sociologie de la population active, si vous faites avec ces 2 âges, je ne pense pas qu'on ait besoin de 65 ans, je pense que 64 ans et 44 ans de cotisation, ça suffit. Pour les auditeurs, on est déjà calé sur 43 ans par la loi, donc c'est un an de plus pour
pour la durée de cotise. Si on va dans cette direction, on peut faire une réforme équilibrée. Si on rajoute 2 ans à l'âge de départ et 1 an à la durée de cotisation, il faut le faire pour les régimes spéciaux. Mais au-delà de ça, on peut faire une réforme qui soit équilibrée et compréhensible par la population. Merci Christian Saint-Etienne, économiste et auteur du Conflit sino-américain pour la domination mondiale qui va paraître dans quelques jours, le 18 janvier. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio. Évidemment, la réforme des retraites, on va beaucoup en parler. Tiens, d'ailleurs, on l'évoquera dans un instant aussi avec Éric Revel et Arlette Chabot et vous au 0826 300 300.